Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Stéphane Sauduteil, fondateur de Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous et à tous. Alors on évoque avec vous le CAC 40 qui a subi quelques turbulences en fin de semaine et qui repart en très très légère hausse ce matin. Quelles sont vos anticipations pour l'indice parisien ? Eh bien, chasser le naturel, il revient au galop. Malheureusement, on reste depuis plus de 4 mois maintenant toujours enfermé dans ce fameux canal horizontal 5250, 5300 en bas, 5500, 550 en haut. On est revenu taper en fin de semaine dernière le haut de ce canal horizontal à la perfection, vers les 5500, 550. Et puis, de nouveau, on a rechuté légèrement pour le moment, rien de très méchant. On n'a pas cassé la dynamique haussière de ces dernières semaines, enfin de ces derniers 15 jours, disons. Pour cela, il faudrait repasser en dessous, à mon sens, des 5450 points pour pronostiquer de nouveau un retour peut-être vers le bas du canal, vers les 5300 points. Alors on a des forts verrous techniques, bien entendu ce haut de canal 5500, 550, mais on a également un verrou technique très important juste au-dessus, autour des 5600, 650 points. Donc, pardon. On voit mal dans l'immédiat qu'est-ce qui pourrait faire sauter ces verrous techniques. Donc je pense qu'on est plus dans une zone où il faut penser peut-être à alléger son portefeuille plutôt que d'engager de nouvelles positions à l'achat, parce que ça sera quand même assez compliqué. Alors même si les investisseurs ont plutôt chaussé leurs lunettes roses ces derniers temps, puisque on a oublié un petit peu la guerre commerciale, on a oublié le risque sur les pays émergents. Voilà, on a éliminé, je dirais, où ils ont éliminé les problèmes qui peuvent fâcher, et en fait ils ont plutôt retenu finalement le bon dynamisme de l'économie américaine. L'indice de confiance des consommateurs est plus haut depuis 18 ans. Voilà, les perspectives des entreprises américaines restent toujours bonnes. Donc voilà, les investisseurs restent, disons, plutôt optimistes. Ils voient toujours le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Mais on arrive quand même sur des zones, sur le CAC 40, dirons-nous, un peu compliquées. Et donc, je ne ferai pas le pari d'un débordement de cette zone dans l'immédiat. Alors vous venez de l'évoquer, les marchés américains sont vraiment euphoriques. Il faut dire que quand même on est en plein dans le rêve américain, la croissance soutenue, le plein emploi, pas d'inflation et des perspectives de résultats des groupes du S&P 500 de plus 10% en 2019. Est-ce qu'il y a une crainte à avoir sur le Nasdaq à ces niveaux notamment? Est-ce que c'est fondé ou pas? C'est vrai qu'on reste toujours dans une surtension historique relativement importante. On n'a pas, hormis bien entendu au mois de février où on a eu quand même une première alerte, mais qui a été sans frais puisqu'il n'y a pas eu de propagation sur des unités de temps supérieures, sur du mensuel par exemple. Donc on a finalement purgé un petit peu sans avoir d'excès très important. Et puis on est reparti vraiment sur un trend très important, très soutenu. La première alerte sur le Nasdaq 100 serait la rupture des 7430, donc on est loin encore de ce niveau, on a de la marge même pour corriger. Alors c'est vrai qu'on voit mal pour le moment qu'est-ce qui pourrait enrayer la belle machine haussière du Nasdaq 100. Alors peut-être qu'il faudra aller chercher du côté des matières premières, on le verra tout à l'heure, le pétrole redevient cher. Un pétrole cher n'est pas forcément bon pour l'économie mondiale, pour la croissance mondiale. Est-ce que finalement les investisseurs diront attention, avec un pétrole cher, les entreprises seront peut-être un petit peu moins rentables ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Donc l'enjeu, je pense, peut-être, ou le poil à gratter des marchés dans les prochaines journées, les prochaines semaines surtout, c'est le pétrole, comme on verra tout à l'heure. Donc, mais pour le moment, c'est vrai que si on réaccroche de nouveaux points hauts sur le Nasdaq 100, je vous rappelle, c'est le point haut à peu près à 7760 à peu près, rien ne nous empêchera d'aller chercher les 8000 points. Et à mon sens, les investisseurs parient sur une fin d'année autour des 8000 points pour conclure finalement une année méga positive autour d'un niveau rond. Voilà, ça serait le meilleur scénario dans le meilleur des mondes, en espérant qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne enrayer un petit peu cet optimisme.
On passe maintenant au marché d'échange, à l'euro-dollar, avec un euro qui repasse sous les 1,16 et qui se rapproche dangereusement des 1,15. Est-ce que c'est le chemin que va suivre la monnaie européenne ? À court terme en tout cas. C'est vrai que l'euro a buté sur une zone très importante, que je définissais sur votre antenne depuis plusieurs semaines maintenant, les 1,18. Pour moi, il fallait franchir les 1,18 pour vraiment restaurer un peu la hausse sur l'euro-dollar et espérer une reprise sur les 1,20 voire plus haut. Eh bien, on a buté parfaitement contre 1,18 sur plusieurs semaines, 4 ou 5 semaines de rang. Et finalement, à trop buter sur 1,18, et on a démoralisé un petit peu les cambistes. Et puis l'euro est reparti un petit peu vers le sud. Alors rien de très dramatique, même si la baisse a été importante ces derniers jours. On est passé de 1,18 à moins de 1,16, donc ça fait quand même une baisse assez significative. Mais il faut dire, Stéphane, il faut dire que la remontée des taux directeurs américains a bien boosté et l'annonce qu'il y en aurait encore 3 l'année prochaine a bien boosté le dollar aussi. Bien sûr, oui, ça c'est effectivement, on peut mettre ça en avant sur la table pour justifier fondamentalement effectivement la rechute. Alors, faut faire attention également parce que bon, il y a bien entendu la hausse des taux qui va se poursuivre, mais il y a aussi l'euro en fait, avec la baisse des injections de liquidités en zone euro qui va exercer quelque chose d'appréciant sur l'euro-dollar, et la situation italienne également qui peut peser également sur l'euro. Donc, on a 3 facteurs en fait qui vont jouer sur l'évolution ultérieure de la parité euro-dollar. Une chose est sûre d'un point de vue technique, c'est qu'on a un très fort soutien autour des 1,15, on le voit très bien sur le graphique que je vous ai envoyé, et si on rebondit bien sur 1,15, rien ne nous empêche de nouveau d'aller chercher les 1,18. Par contre, la rupture de 1,15 serait un peu plus problématique, on reviendrait certainement sur le point bas du 15 août dernier autour des 1,13. Alors mon scénario central reste toujours une réappréciation progressive de l'euro. J'ai l'impression en fait que les injections de liquidités vont avoir un facteur plus appréciant sur l'euro-dollar. Et puis je fais un petit peu le pari pour prévoir un peu une reprise de l'euro-dollar que à un moment donné, Monsieur Trump en fait va faire baisser le dollar, peut-être lorsque les sociétés américaines seront un petit peu moins rentables, parce que ce sera un peu la seule arme ou la dernière arme qu'il aura pour redonner un petit peu un coup de fouet à l'économie américaine si elle devait se ralentir un petit peu dans les prochaines semaines ou mois, avec bien entendu ces impacts peut-être un peu négatifs à un moment ou à un autre de cette fameuse guerre commerciale. Il a ce pouvoir-là, Monsieur Trump, de faire baisser un peu le dollar ? Il a déjà fait par le passé. Je pense que il a les pleins pouvoirs aux États-Unis ou quasiment. Donc, je pense qu'il peut faire quelque chose, bien entendu, pour exercer une pression baissière sur le dollar, ce qui réenchérirait bien sûr l'euro-dollar. Ses tweets en fait et son instabilité est finalement une façon de faire baisser le dollar et de faire réapprécier l'euro-dollar. Mais bon, on verra dans les prochaines semaines si la guerre commerciale via ces tweets sévit de nouveau. Pour le moment, les investisseurs ont un peu oublié les tweets de M. Trump. Alors, on passe maintenant effectivement au Brent. On parle peu souvent du marché du pétrole et pourtant ça flambe depuis déjà plusieurs séances. Donc, quelles sont les perspectives sur le Brent, sur le cours du Brent à court terme et à moyen terme, selon vous ? Alors, c'est vrai que le Brent est dans une phase de reprise depuis plusieurs mois maintenant. On le voit très bien sur le graphique. C'est une reprise qui a été très bien étayée en fait. On est passé de 1,27 à 1,50. On a consolidé à plat entre 50 et 40. En fait, on fait souvent des phases de consolidation de $10 sur le pétrole. Quand on a débordé les 50-55 $, on est monté jusqu'à 70. Puis on a consolidé de $10 sur les 60. Puis on est monté
monté jusqu'à 75, 80 même, pardon, sur le Brent, et on a consolidé pendant quasiment tout cet été entre 80 et 70, donc encore 10 $ de consolidation. On pourrait dire que le Brent, c'est monsieur 10 $ de consolidation, et le débordement en fait des 80 $ ouvre mécaniquement un potentiel de hausse de 10 $, puisque quand on consolide de 10 $ et quand on sort de cette phase de consolidation, on a tendance à s'apprécier de la phase de consolidation qu'on a eue. Ça, c'est la théorie technique, hein, un petit peu, pour vous parler technique. Donc, le pétrole reste quand même dans une tendance sévèrement haussière, avec des phases d'expansion, de correction très bien formatées. Donc ce mouvement est solide, ce mouvement à mon sens est encore durable et on peut monter sur les 90 $. Alors il y aura l'attraction des 100 $, hein, qui sera certainement une barrière technique, psychologique, mais plus on s'approchera des 100 $ et plus on va voir les Cassandres revenir sur les marchés, nous dire que le pétrole cher, ça supprime du pouvoir d'achat aux consommateurs, ça met en danger la croissance mondiale. Et donc, effectivement, là, on pourrait avoir un sujet un peu brûlant pour la fin d'année avec un pétrole cher. En plus, on arrive dans l'hiver, donc il va falloir se chauffer, hein, parce qu'il va peut-être faire froid. Voilà. Donc, tout ça, finalement, va exercer une pression haussière technique et puis fondamentale, parce que comme la croissance mondiale est forte, on consomme du pétrole. Hein, il faut faire tourner les usines, il faut faire rouler les voitures. Voilà. Donc, attention dans les prochaines semaines. Vous ne pensez pas qu'à un certain niveau, l'OPEP pourrait ouvrir un peu plus de vannes? Elle s'y refuse jusqu'à présent. Et surtout, on est en train de voir que la France et d'autres pays contournent l'embargo américain sur le pétrole iranien. Donc ça pourrait limiter la hausse? C'est vrai que l'OPEP a un petit peu les clés, bien entendu. S'ils ouvrent les vannes, ça va rafraîchir un petit peu les cours du pétrole. Mais finalement, pour le moment, je dirais que tout le monde se satisfait au niveau de l'OPEP d'un pétrole cher, hein, puisqu'ils peuvent vendre plus cher leur pétrole. Donc pourquoi pas laisser filer un petit peu. On a vu le pétrole qui était beaucoup plus cher à un moment donné, hein, il était monté à près de 130 $. Pourquoi pas laisser filer finalement à 100 $? Les pays producteurs de pétrole dans le Golfe Persique vont encore plus gagner d'argent. Donc il y a un moment, on ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assis, mais c'est vrai que la géopolitique avec ce qui se passe en Iran, c'est un facteur également appréciant pour le pétrole. Donc voilà, tant qu'on a personne siffle la fin de la partie sur la hausse du pétrole et que on parle pas de risque mondial avec le pétrole, je vois pas pourquoi l'OPEP tout de suite ouvrirait les vannes pour essayer de contenir la hausse du pétrole. Donc je pense qu'il y a encore un potentiel de hausse sur cette matière première. Merci beaucoup Stéphane Sauduteil, fondateur de Technibourse.